Bonjour et bienvenue sur ce livre audio consacré à Stalker des frères Arkady et Boris Strugatsky. Vous êtes sur le point d'écouter une version condensée d'environ 85% par rapport au texte original, afin de vous faire découvrir le livre tout en minimisant l'altération du texte. Si vous souhaitez cependant prendre pleinement connaissance de l'œuvre, il est recommandé de vous référer au texte original. Chapitre 1. Extrait de l'interview du Dr Valentin Pilman à l'occasion de la remise du prix Nobel de physique en 19, accordé à l'envoyé spécial de la radio de Harmon. L'extrait s'ouvre sur une interview radiophonée accordée par le Dr Valentin Pilman, récemment lauréat du prix Nobel de physique, à un envoyé spécial de la radio de Harmon. Le journaliste commence par saluer la découverte du radiant de Pilman, qualifié de notion universelle connue des écoliers. Le docteur rectifie immédiatement cette affirmation, affirmant que cette découverte n'est ni la première ni la plus sérieuse de sa carrière et qu'elle ne lui revient pas véritablement. Il précise que le radiant a été identifié pour la première fois par un écolier dont il ignore le nom, les coordonnées publiées ensuite par un étudiant, avant que son propre nom ne soit attaché à la notion. Lorsque le journaliste lui demande d'expliquer le concept, Pilman utilise une analogie simple. Imaginez un globe terrestre en rotation sur lequel on tire avec un revolver. Les impacts formeraient une courbe douce. Le radiant de Pilman correspond à la réalité scientifique selon laquelle les 6 zones de la visite sont disposées sur la surface de la Terre, comme si une arme avait tiré 6 coups de pistolet depuis une source unique. Cette source, ou radiant, se situe au point d'Éneb, l'étoile alpha de la constellation du Cygne, d'où proviendraient les visiteurs. Le sujet dévie vers le 13e anniversaire de la visite. Le journaliste interroge Pilman sur ses sentiments lors de l'invasion de sa ville natale, Harmon. Le savant admet avoir d'abord cru à un canular, jugant l'événement trop absurde pour toucher une vieille ville comme Harmon, contrairement à Gobi ou Terre-Neuve. Cependant, il a fini par accepter la réalité lorsqu'il a réalisé que Harmon, ainsi que les 4 autres zones connues à l'époque, s'alignaient sur une courbe douce. Il a alors calculé les coordonnées du radiant et les a envoyées à la revue Nature M. Pilman révèle n'avoir été que peu ému par le destin tragique de sa ville, préférant mettre en doute les informations paniquées de l'époque qui décrivaient des quartiers en feu, des monstres dévorant exclusivement les vieillards et les enfants, et des combats entre des visiteurs invulnérables et des unités blindées royales glorieuses mais inefficaces. Il reconnaît que les journalistes de l'époque se sont trompés. Concernant sa contribution scientifique, Pilman affirme que la découverte du radiant est sa première et sa dernière contribution majeure à la science de la visite. Bien qu'il consulte occasionnellement les rapports de l'Institut international des cultures extraterrestres, il considère que la découverte la plus importante des 13 dernières années, et de toute l'histoire humaine, est le fait même de la visite. Pour lui, l'essentiel n'est pas de savoir qui sont les visiteurs, d'où ils viennent, leur but ou leur destination, mais que l'humanité sait désormais avec certitude qu'elle n'est pas seule dans l'univers. Il craint que l'Institut ne fasse jamais une découverte aussi fondamentale à nouveau. Le journaliste tente de recentrer la discussion sur les découvertes technologiques susceptibles de modifier l'histoire terrestre, une perspective partagée par plusieurs savants. Pilman se dissocie de ce point de vue, précisant qu'il n'est pas spécialiste des trouvailles concrètes. Il rappelle son rôle au sein de la Commission de l'ONU pour les problèmes de la visite, Comprovise, où il représente les milieux scientifiques internationaux pour veiller au contrôle de l'exécution des décisions onusiennes concernant l'internationalisation des zones. Son objectif est d'empêcher quiconque d'autre que l'Institut international ne touche aux merveilles extraterrestres, face à une fuite permanente de matériel vers des personnes et organismes irresponsables. Lorsque le journaliste mentionne les stalkers, des habitants d'Harmon qui pénètrent illicitement dans la zone pour y voler des artefacts, Pilman déclare ignorer ce terme, estimant que ce problème relève de la police et non de sa compétence. Il se concentre plutôt sur l'art et l'opinion du public concernant Gvadi Müller, une figure célèbre. Le journaliste, souhaitant conclure sur une note optimiste, demande si les Armontois verront un jour leur célèbre compatriote dans les rues de sa ville natale. Pilman répond par l'affirmative, indiquant que ce n'est pas exclu, sans entrer dans plus de détails. Chapitre 2. Redrik Schuhart, 23 ans, célibataire et préparateur à la filiale d'Harmon de l'Institut international des cultures extraterrestres, observe son collègue Kirill dans le dépôt. Il est tard, il devrait quitter les lieux pour aller boire un verre au Borch, mais Kirill, éreinté et les yeux cernés, continue méticuleusement à ranger des creuses. Ces objets mystérieux, composés de 2 disques de cuivre séparés par un vide absolu, mais liés par une force inexplicable,
sont lourds et fascinants. Kirill travaille dessus depuis près d'un an sans succès, se consumant physiquement. Roderick, qui ne comprend pas l'obsession de son ami mais le pitié, lui propose soudain de trouver une creuse pleine, remplie d'une substance mystérieuse, en référence à son piège hydromagnétique, l'objet 77B. Cette idée électrise Kirill, qui retrouve aussitôt sa vitalité. Roderick conduit Kirill au laboratoire pour lui raconter où se trouve cette creuse pleine, dans un garage situé dans la zone, une zone interdite et dangereuse. Kirill, ravi, organise immédiatement une expédition pour le lendemain matin à 9 h, en commandant les laissez-passer et un hélicoptère léger, la Savate. Roderick insiste pour qu'un troisième membre les accompagne, conformément aux règles de l'Institut qui exigent un témoin pour rendre compte de l'expédition. Kirill hésite entre Austin, un stalker qu'il juge trop confiant, et Doomed et Tender, son second préparateur. Roderick accepte Tender, un homme tranquille mais âgé et père de famille, bien qu'il soit prudent. Le lendemain matin, Roderick se présente au poste de contrôle pour entrer dans la zone. Il affronte un sergent arrogant avec qui il a eu des conflits passés, le menaçant verbalement jusqu'à ce que le sergent le renvoie vers le capitaine Herzog, responsable de la sécurité. Dans le bureau de Herzog, surnommé Gros Lard, Roderick apprend qu'un rapport l'a signalé. Quelqu'un l'a dénoncé, Herzog le met en garde. S'il est pris une deuxième fois, il sera renvoyé de l'Institut et passera en justice. Roderick, soupçonnant un ancien contact nommé Charognard, réalise qu'il ne doit plus entrer dans la zone pour l'instant. Il décide de s'effacer pour éviter les ennuis et prévient Kirill qu'il ne peut pas participer à l'expédition. Kirill, déçu et anxieux, craint que la méfiance de Roderick ne gâche l'opportunité scientifique. Il demande combien vaut une creuse pleine, ce qui irrite Roderick, qui pense que Kirill le prend pour un mercenaire. Pour convaincre Roderick, Kirill invoque une source officielle confidentielle, le docteur Sam Douglas, décédé l'année précédente, qui aurait validé l'intérêt scientifique du garage. Fasciné par cette perspective, Roderick accepte de les accompagner, changeant d'avis sous le charme de la promesse de découverte. Les trois hommes, Roderick, Kirill et Tender, s'équipent de combinaisons spéciales, légères et protectrices, et rejoignent la Savate volante. Ils décollent sous les regards compatissants des collègues restés à l'Institut. Roderick, nerveux, boit une gorgée de whisky dans sa flasque avant de donner ses ordres stricts, obéissance immédiate et silence. L'hélicoptère survole le quartier pestiféré, un secteur abandonné où la population a souffert de maladies étranges et de cécité. La frontière de la zone est marquée par une végétation noire et tranchante. À l'intérieur, la nature a repris ses droits de manière anormale. Tender, novice, ne cesse de bavarder, nerveux. Roderick le fait tailler violemment lorsqu'un phénomène étrange, un tremblement de l'air chaud au-dessus d'un tas d'ordures, attire leur attention. Kirill, inquiet, veut agir, mais Roderick le maintient en place, lui ordonnant de rester calme. Ils approchent du garage. Roderick utilise une technique de test avec des écrous pour détecter les zones dangereuses, une méthode qu'il compare à l'histoire du Petit Poucet, mais à l'envers. Les premiers écrous passent sans problème, mais le cinquième est soudainement attiré vers le sol avec une force immense, indiquant une calvitie de moustique, une zone de danger mortel. Roderick contourne la zone dangereuse en jetant des écrous pour tracer un chemin sûr. Il ressent une appréhension inexplicable à l'idée de lancer un écrou tout droit vers l'asphalte du garage, une peur irrationnelle qui le fait transpirer. Il choisit finalement de passer par la gauche, évitant ainsi le centre du garage. Une fois près des portes béantes du garage, Roderick descend de la Savate et observe l'intérieur. Le camion-benne au fond est intact, contrairement aux autres véhicules rouillés. Il remarque un reflet argenté, semblable à des toiles d'araignée, reflétant près des jerrycans, là où se trouve la creuse pleine. Il note aussi une ombre anormale projetée par un pneu, bien que le soleil soit derrière eux. Roderick, conscient du danger et de la lourdeur de la creuse à transporter, hésite. Il a soif, veut boire, mais sait qu'il doit agir. Il se prépare à entrer dans le garage pour récupérer l'objet, conscient que chaque seconde compte et que la zone est imprévisible. Je me tournai vers Tender et lui ordonnai de rester en tant que conducteur, lui intimant l'ordre absolu de ne toucher aux commandes sous aucun prétexte, même en cas de panique mondiale, menaçant de le retrouver dans l'au-delà s'il tentait de fuir. Tender, dont le nez ressemblait à une prune, hocha la tête avec sérieux. Je déroulai doucement les câbles, vérifiai les reflets argentés, fis signe à Kirill et commençai la descente vers l'asphalte,
en lui demandant de ne pas se presser pour limiter les remous. Une fois au sol, la savate balançait à côté de nous, les câbles tremblants sous nos pieds. Tendé, les yeux remplis de désespoir, nous observait depuis la rampe. Je dis à Kirill de me suivre à 2 pas, en visant mon dos, et avançai. Arrêté sur le seuil, je comparais la luminosité actuelle à la nuit précédente, où la gelée de sorcière éclairait mal, malgré ses langues bleues. Maintenant, mes yeux habitués à l'obscurité voyaient parfaitement, révélant des fils argentés montant des jerrycans jusqu'au plafond, semblables à des toiles d'araignée. Je commis l'erreur de ne pas laisser Kirill s'habituer à la semi-obscurité avant d'avancer, mon habitude de travailler seul me faisant oublier les limites de sa vision. Je me dirigeais droit vers les jerrycans et m'accroupis devant une creuse qui semblait nette. J'en pris un côté et dis à Kirill d'attraper l'autre en le mettant en garde contre les chutes. En levant les yeux, je fus coupé de souffle. Kirill avait enjambé la creuse et son dos pénétrait dans la substance argentée. Je fermai les yeux, figé, n'entendant que le craquement sec des toiles d'araignée qui se déchiraient. Quand je rouvris les yeux, Kirill demandait. « Alors, on soulève ?» Nous soulevâmes la creuse ensemble, la trouvant extrêmement lourde, et la portâmes vers la sortie en marchant de côté. Au soleil, près de la savate, Thunder nous tendait les mains. Kirill comptait pour le lever, mais je l'arrêtai pour poser l'objet. Je demandai à Kirill de se retourner pour vérifier son dos. Il n'y avait rien. Je vérifiai les jerrycans, rien non plus. Je dis à Kirill que Dieu avait été miséricordieux, bien que je garde en tête le doute persistant. Nous chargeâmes la creuse sur la savate, la fixant bien pour qu'elle ne roule pas. Sous le soleil, l'objet révélait sa véritable nature. Un récipient en verre contenant du sirop bleu, avec du cuivre et des garnitures bleues, miroitant comme une brume irisée. Après l'avoir admiré, nous montâmes dans la savate pour le retour. Le dispositif de la savate, un trajectographe, nous ramena automatiquement en suivant exactement le trajet d'aller. Nous flottâmes en sens inverse, répétant nos manœuvres. Les novices, redevenus curieux et joyeux, jacassaient. Thunder promit de revenir tracer le parcours après le déjeuner, tandis que Kirill m'expliquait sa calvitie de moustique. Je les fis taire en leur rappelant la mort de Courtolindon, survenant souvent par excès de joie au retour. Ils se turent, et nous flottâmes dans le silence, mon esprit obsédé par la façon d'ouvrir le bouchon et par l'image de la toile d'araignée. Sortis de la zone, nous fîmes l'objet d'une quarantaine dans le hangar sanitaire, surnommé « la mort parfumée des poux ». Nous fûmes lavés dans 3 eaux bouillantes et 3 alcalis, exposés à des rayons inconnus, poudrés, puis séchés avant d'être libérés. Thunder et Kirill transportèrent la creuse, entourés de curieux joyeux mais inutiles. Je retirai mon costume spécial, filai sous la douche, m'enfermai et dévissai la flasque d'alcool. Je bus comme de l'eau, assis sur le banc, les genoux et l'âme vides, vivant. La zone m'avait lâché. Je pleurais, des larmes d'alcool ou d'autre chose, tandis que je pompais la flasque. Je sentis le retour des forces et pensai à la prime. L'institut payait bien, et on pouvait venir chercher l'enveloppe directement à la douche. Je me déshabillais doucement et regardais ma montre. Nous étions restés 5 heures dans la zone. Ce temps m'effraya, car dans la zone, le temps n'existe pas. Parfois, il faut y rester 12, 24 heures, voire plus, en priant ou en délirant entre vie et mort. Je pensais aux patrouilles qui détestent les stalkers, les croyant contagieux, et au risque de se faire abattre illégalement, comme Iskak le musclé, qui avait failli être tué à l'aube après s'être perdu. Je me lavais longuement à l'eau chaude et froide, usant un savon entier, puis arrêtais la douche en entendant quelqu'un taper à la porte. Kirill, tout nu en slip, hilar, me cria « Eh stalker, tire-toi de là, ça sent le pognon ?» J'ouvris et vis Kirill me tendre une enveloppe. C'est de la part de l'humanité reconnaissante. Il m'annonça qu'à titre d'exception pour avoir conduit héroïquement, je recevais 2 honoraires. Je pensais que si ce paiement était appliqué pour chaque creuse, j'aurais déjà envoyé Ernest se faire pendre. Kirill, rayonnant, me demanda si j'étais content. Je répondis que ça pouvait aller. Il me serra contre sa poitrine en sueur, me repoussa et disparut dans la cabine voisine. Chapitre 3. Redrick Schuhart, surnommé Red, se trouve dans les vestiaires de l'Institut international. Il s'apprête à se doucher lorsqu'il reçoit la visite de Kirill Panov, un jeune stalker russe.
Red remarque que Kirill vient de sortir de la douche et, voyant son dos nu propre et sans trace de radiation ou de mutation, il se sent soulagé. Kirill lui apprend que Tender, un autre membre de leur expédition, est actuellement entouré de journalistes qui l'écoutent avec admiration alors qu'il explique leur aventure. Red, irrité par la prétention de Tender, se moque de sa façon de parler et décide de s'enivrer pour oublier les tensions. Il rêve de pouvoir plumer Richard Noonan, un stalker expérimenté qu'il considère comme un adversaire redoutable, car il sait que tricher contre lui est impossible. Kirill invite Red à aller au bar Borch, que Red corrige en Borchtch. Kirill semble avoir une idée brillante concernant les artefacts de la zone, qu'il compte nommer le bol de Schuart, et promet de dédier un article à Red. Red craint que cela ne lui vaille 2 ans de prison, mais Kirill insiste sur la valeur scientifique de leur découverte. Pendant qu'ils discutent, Red s'habille et sort dans le couloir, où il croise Tender, rouge de colère, entouré d'une foule de journalistes et d'employés. Tender tente de vantarder les garanties de sécurité de leur technique. Red tente de s'éclipser, mais 2 journalistes, un avec un micro et un autre avec un appareil photo, le rattrapent. Il refuse poliment de commenter l'incident au garage, avant de se réfugier dans les toilettes pour les semer, leur conseillant d'interroger Tender sur son nez gonflé, résultat de leur précédente aventure. Red descend ensuite au poste de contrôle pour présenter son laissez-passer. Le sergent, ravi de le voir, le salue militairement. Red plaisante avec lui, évoquant sa popularité auprès des femmes, avant de reprendre sa route vers le bar. En chemin, il réfléchit à Guta, la jeune fille qu'il aime et qui vit dans un orphelinat. Il ressent le besoin de la voir, mais décide d'abord de boire. Il est bloqué par une patrouille de police, les casques bleus, des soldats canadiens armés et intimidants. Red évite de les regarder pour ne pas se faire remarquer, craignant de reconnaître certains agents qui pourraient lui poser des problèmes. Il est interpellé par le capitaine Caterblood, un ancien connaissance qui fut autrefois son gardien en prison. Caterblood, maigre et jaune, reproche à Red de ne pas s'arrêter quand on l'appelle. 2 casques bleus apparaissent derrière lui, menaçants. Red joue l'innocence, affirmant qu'il s'est rangé depuis sa sortie de prison grâce au conseil du capitaine. Il lui montre son carnet de travail, preuve de sa respectabilité. Caterblood, ému par cette transformation, se met à prêcher sur la valeur du travail honnête et de l'éducation, comparant l'ignorance à la nuit noire. Red, bien que gêné et désireux de boire, feint la modestie et l'écoute jusqu'à ce que le capitaine, fatigué, le laisse partir en espérant partager une bière avec lui plus tard. Red arrive enfin au bar Borchtch. L'établissement est vide, seul Ernest, le barman, y est présent, polissant obsessionnellement des verres. Red commande une forte dose d'alcool et mange des saucisses grillées. Il réfléchit aux marges lucratives d'Ernest, qui achète la gratte, les artefacts de la zone, aux stockeurs à bas prix pour la revendre en Europe à des prix exorbitants. Alors qu'il médite, un homme petit, maigrichon et portant une cravate à nœuds, se présente. Il se nomme Alois Macno, agent du bureau d'émigration. Il tente de convaincre Red de quitter la ville, lui offrant primes, emploi et études en Europe. Red refuse, inventant des souvenirs nostalgiques, puis s'emporte, défendant la ville et la zone comme source de connaissances et de changement mondial, bien qu'il sache qu'il répète les discours de Kirill. Gêné par son propre éloquence, il se ravise. Macno reste sceptique. Ernest, intrigué, sert à boire à Red. Red se dirige vers la table de jeu, le bandit manchot, mais est interrompu par l'arrivée de Richard Noonan et de Siraj, un stalker ivre et religieux qui se prend pour un prophète. Siraj, en proie à une crise de conscience, pleure sur les péchés de l'humanité et la tentation diabolique de la zone. Red, ami de Siraj, tente de le calmer. Dick, le stalker expérimenté, demande à Red ce qu'est une creuse pleine. Red explique qu'il a rapporté un artefact rare avec Kirill et Tender. Dick semble intéressé mais prudent. Dick apprend ensuite à Red qu'un homme cherchait à acheter de la gelée de sorcière et une mort-lampe, des artefacts extrêmement dangereux interdits d'étude. Dick laisse entendre que cet homme pourrait être un visiteur, un être extraterrestre ou d'une autre dimension. Red, furieux, refuse de coopérer avec de tels dangers. Soudain, Ernest crie que Dick est appelé au téléphone. Dick revient, le visage grave. Kirill Panov est mort, d'une crise cardiaque, trouvé nu dans la douche. Red, sous l'effet de l'alcool et du choc, ne comprend pas immédiatement. En réalisant la vérité, il voit une toile d'araignée argentée devant ses yeux,
symbole de la folie ou de la radiation. Il s'effondre, hurlant la mort de son ami. Il accuse Ernest d'être un mercanti qui vend la mort, et jette de l'argent à un jeune émigrant maltais, Créon, avant de l'envoyer fuir la ville. Red perd le contrôle. Il est maîtrisé par les clients et traîné dans les toilettes, où il se réveille, la figure blessée et un tic nerveux au visage. Dehors, le chaos règne. Siraj hurle, la vaisselle se brise et les sirales de police retentissent. Red retrouve sa lucidité, rempli d'une haine glaciale. Il décide de se venger. Il sort une zinzine, un artefact psychotronique terrifiant qui provoque la peur et la folie, et la lance dans le bar. Il s'enfuit par la fenêtre, sachant que l'artefact va semer la terreur et détruire le lieu. Dans la rue, Red se sent vide et coupable. Il se remémore ses dernières paroles à Kirill, se reprochant de l'avoir emmené dans le garage trop tôt. Il pleure silencieusement, réalisant que ses espoirs d'un monde nouveau se sont effondrés avec la mort de Kirill. Il est alors rejoint par Guta. Elle remarque son état, mais reste calme. Elle lui annonce qu'elle est enceinte de lui. Sa mère exige qu'elle avorte, craignant que l'enfant d'un stalker ne soit un monstre, mais Guta refuse. Elle dit à Red qu'elle est prête à élever l'enfant seule, mais qu'il ne doit plus franchir le seuil de sa porte s'il veut la protéger. Red, abasourdi et tourmenté, rit nerveusement, incapable de répondre. Guta pleure sur son épaule, demandant ce qu'ils vont devenir. Chapitre 4. Redrick Schuhart, stalker de 28 ans, est allongé derrière une pierre tombale dans un cimetière en bordure de la zone, observant la route où une voiture de patrouille tourne en rond, ses projecteurs balayant les tombes. La police, effrayée par l'atmosphère de la zone, reste dans son véhicule et n'ose pas s'aventurer à pied. Redrick, vêtu d'une combinaison imperméable, sent le froid humide après une pluie récente. Il entend un bruit dans le cimetière et se faufile vers une brèche dans le mur, où il trouve Barbridge, un vieil stalker, allongé sur un imperméable, souffrant terriblement. Barbridge a les jambes détruites par une substance de la zone, la gelée. Redrick lui donne à boire dans une flasque et écoute ses murmures. Barbridge, désespéré, supplie Redrick de ne pas l'abandonner, promettant de lui révéler l'emplacement de la boule d'or, un objet légendaire qui réaliserait les vœux. Il tente de manipuler Redrick en évoquant leur longue histoire et en rappelant la mort d'autres stalkers célèbres dont il serait le dernier survivant, attribuant cela à sa propre nature de charognard et de survivant. Redrick, cynique et fatigué, minimise ses propos, refusant de croire aux contes de fées sur la boule d'or. Barbridge admet que la boule n'est pas magique comme on le dit, mais qu'elle procure la santé et la longévité, ce qui explique pourquoi il est encore en vie malgré les dangers. Il insiste pour que Redrick le sauve, offrant en échange une carte détaillée de la zone, incluant les pièges et l'emplacement exact de la boule. Pendant ce temps, une silhouette voûtée, aveugle et errante, apparaît dans les projecteurs, heurtant les croix avant de disparaître et de réapparaître plus loin, comme une marionnette mécanique. Soudain, les projecteurs s'éteignent, la voiture de patrouille démarre brutalement et fuit vers la ville. Profitant de cette distraction, Redrick soulève le corps lourd de Barbridge et le traîne vers la Land Rover camouflée près du mur. Il traverse la route sous l'aube naissante, Redrick menant la voiture sans phare à travers les rues désertes de la banlieue. Barbridge panique à chaque secousse, craignant pour ses genoux, mais Redrick le frappe pour le faire taire. Il passe devant un barrage de police endormi, que Redrick contourne avec soin. Une fois en ville, Redrick conduit Barbridge chez Boucher, un chirurgien renommé et ami des stalkers, qui soigne les blessures causées par la zone en échange de trésors trouvés dans la zone. Boucher examine les jambes détruites de Barbridge, qui supplie désespérément d'être sauvé, promettant une fortune. Redrick laisse Boucher s'occuper de son patient et part ensuite chez lui. De retour chez lui, Redrick est accueilli par sa femme, Guta, et leur fille, Ouistiti, qui possède des caractéristiques non humaines, comme un pelage doré. Redrick se lave, mange du poisson préparé par Guta et discute brièvement avec elle des voisins bruyants et d'une visite du matin de Siraj, un ami stalker ivrogne. Redrick semble épuisé par sa mission, mais cherche à protéger sa famille de la réalité dangereuse de son métier. Après le repas, il se retire dans sa cachette, le KGB, pour examiner le butin de la nuit. Il sort de son réservoir de voitures falsifié un sac contenant des artefacts de la zone, des creuses, des épingles, des batteries, des bracelets et d'autres objets étranges. Il trie et évalue les objets, testant les épingles,
qui émettent des lueurs colorées sous pression, indiquant leur valeur ou leur dangerosité. Il découvre que 12 des 73 épingles testées sont actives. Il examine ensuite un paquet enveloppé avec soin, hésite longuement, fume une cigarette, puis le range finalement dans le sac, concluant que le travail est fait. Prêt à sortir pour un rendez-vous au club Métropole, Rodrigue s'habille avec soin, enfiant un costume propre pour cacher son apparence de stalker. Sa fille Ouistiti le rejoint joyeusement, lui sautant dessus et lui posant une multitude de questions enfantines. Rodrigue l'étreint avec tendresse, appréciant ce moment de chaleur humaine avant de repartir dans son monde hostile. Il prend sa sacoche, son coup de poing et le panier contenant les artefacts. Avant de partir, il rencontre son voisin, un homme ivrogne et agressif, qui s'était plaint la nuit dernière du bruit supposé venir de chez les Schwartz. Rodrigue, calme et froid, explique que c'était un malentendu lié à une lessive, apaisant brièvement le voisin qui retourne alors dans son appartement, laissant Rodrigue partir vers son destin. Chapitre 5. Rodrigue Schwartz quitte son appartement matinal, déposant sa sacoche dans le garage avant de traverser la ville pour rejoindre l'hôtel Métropole. Il s'installe au bar en face, observant les clients, 3 fonctionnaires de l'Interpol, un sergent lugubre et une serveuse âgée. Peu après, Richard Noonan, un employé de l'Institut, sort de l'hôtel, frais et dispo. Il remarque Rodrigue, l'aborde avec amabilité et l'invite à revenir travailler à l'Institut, lui proposant même d'arranger sa prime. Rodrigue refuse, expliquant qu'il ne souhaite pas compter l'argent et qu'il préfère vivre de ses propres moyens. Noonan, insistant, lui propose un rendez-vous au restaurant Borch pour discuter d'une opportunité financière. Après le départ de Noonan, Rodrigue traverse la rue vers l'hôtel et subit une crise sensorielle intense, une surcharge d'odeurs et de sensations qui le projette brièvement dans un état de confusion, comme s'il entrait dans un autre monde. Il se ressaisit précipitamment, monte au 7e étage de l'hôtel et entre dans la chambre 774. Il y retrouve Rauch, un homme maigre au regard angélique et fixe, et osseux, son associé massif et nerveux. Rodrigue apprend que leur complice, Barbridge, est à l'hôpital et perd ses jambes. Il présente sa sacoche contenant des artefacts de la zone vendus à leurs acheteurs. Le paiement est effectué en liasses de billets. Cependant, Rodrigue admet avoir oublié d'apporter l'appareil photo et le conteneur en porcelaine, affirmant que Barbridge est tombé dans la gelée avant qu'il n'atteigne les terrils. Pendant la transaction, Osseux découvre un anneau métallique blanc qui tourne indéfiniment sur son doigt, un phénomène de mouvement perpétuel. Rauch, fasciné, paie généreusement pour cet objet inconnu et promet de payer 2 fois plus pour chaque anneau similaire, à condition qu'il reste secret. Il exige ensuite la restitution de l'appareil photo et du conteneur plein pour que Rodrigue puisse arrêter ses missions en zone. Rodrigue refuse, sort de la chambre et descend à pied. Il se rend d'abord chez Dina Barbridge, la fille de Archie, qui se trouve dans le jardin avec Loire, un serviteur infirme. Rodrigue informe Dina que son père va perdre les jambes. Dina, furieuse, accuse Rodrigue d'avoir laissé Barbridge se faire piéger et de l'avoir trahi en ratant une occasion en or. La confrontation dégénère, Rodrigue la gifle et la laisse effondrer sur l'herbe. Il quitte les lieux, haile un taxi et, somnole, demande au chauffeur de l'emmener à la banque, mais s'endort et se réveille devant le Borch. Il entre dans le restaurant et commande une bière. Ernest, le serveur, lui fait signe de le suivre dans une pièce arrière. Rodrigue y est accueilli par le capitaine Quaterblood et des hommes de main. Il est fouillé et ses artefacts sont saisis. Le capitaine lui ordonne de ramasser les billets qu'il a jetés sur la table. Rodrigue, feignant de se soumettre, rampe vers une trappe dissimulée dans le plancher. Au dernier moment, il saute dans la cave, s'enfuit par un passage secret vers le garage d'Ernest, puis traverse les cours et les ruelles pour semer la poursuite. Il se fond dans une manifestation de rue pour échapper aux patrouilles de police et regagne son garage. Après avoir récupéré son équipement et une veste de cuir, il se rend à une cabine téléphonique abandonnée en banlieue. Là, il enterre le conteneur en porcelaine sous la cabine, après avoir creusé le trou en faisant pencher la structure. Il appelle ensuite sa femme pour lui annoncer qu'il a été arrêté et qu'elle devra attendre sa libération, lui promettant de l'argent. Ensuite, il appelle Rauch pour lui notifier qu'il va se rendre à la police, prévoyant une peine de 2 ans et demi à 3 ans. Il lui ordonne de prendre le conteneur enterré et de s'assurer que sa femme ne manque de rien, sous peine de représailles futures s'il survit. Rauch accepte, Rodrigue raccroche et remonte lentement la rue, seul dans la chaleur étouffante.
Chapitre 6. Richard Noonan, 51 ans, représentant des fournisseurs de l'équipement électronique auprès de la filiale armontaise de l'ICE, est assis à son bureau, dessinant distraitement de petits diables sur un bloc-notes. Il ignore le docteur Valentin Pillman, prix Nobel, qui le sermonne paresseusement. Lorsque Noonan termine son dessin et ferme le bloc, il répond vaguement à Pillman qu'il prendra tout en considération, ce qui agace le scientifique. Pillman, petit, élégant et vêtu avec une précision militaire, accuse Noonan d'être un saboteur qui ne travaille pas, tandis que Noonan prétend que sans lui, la qualité du matériel reçu serait pire. Le téléphone sonne. M. Lumken souhaite voir Noonan immédiatement pour discuter des contrats juridiques de Mitsubishi Densi. Noonan, soulagé, quitte son bureau en plaisantant avec sa secrétaire, qu'il appelle la garnison, et sort de l'institut malgré les tentatives de ses collègues pour l'arrêter. Il conduit sa Peugeot vers les bureaux de Lemken sous une pluie torrentielle, réfléchissant à la nature des compliments et à l'évolution de la ville, transformée en un complexe militaro-industriel isolé. Il se souvient de la période où la zone était considérée comme un ulcère à abstenir, avant que la découverte des batteries, objets se multipliant et générant des profits énormes, ne change tout. Noonan arrive chez Korsch et Simak, cabinet juridique où l'attend M. Lemken. Il trouve Lemken dans un bureau sombre, l'air grave. Noonan s'attend à des félicitations pour son rapport sur la liquidation des groupes de stockeurs locaux, Métropole, Verte Fleurette, etc. Mais Lemken le réprimande sévèrement. Il révèle que, malgré les apparences, l'adversaire n'a pas reculé. Plus de 6000 unités de matériel ont été extraites de la zone et transmises aux ennemis en seulement 2 mois. Lemken cite des noms suspects, dont celui de Charognard Barbridge, un infirme riche propriétaire de bar et d'une école de danse, ainsi que Créon le Maltais et Ben le Gros-Nez. Il accuse Noonan d'immaturité et lui donne une semaine pour expliquer comment la gratte de la zone arrive entre les mains de Barbridge. Humilié et anxieux, Noonan quitte le cabinet et se rend à l'établissement 5 minutes, un bar tenu par sa bande. Il confronte Katyusha Grozos, son homme de main, un homme massif et brutal. Noonan, furieux, bat physiquement Grozos et l'interroge sur l'origine de la gratte que Barbridge semble posséder. Grozos, ignorant tout de la situation, avoue que Barbridge organise régulièrement des pique-niques et des excursions vers la zone, attirant des touristes, des officiers de la commandanture et des jeunes locaux, qu'ils appellent le « école du dimanche ». Ces événements durent plusieurs jours et permettent aux participants de s'approcher de la zone, notamment près des sources chaudes et de la gorge de soufre. Noonan réalise soudain la faille dans son système de surveillance. Il ne pouvait pas surveiller Barbridge en permanence pendant ses séjours prolongés. Il ordonne à Gros Os d'enquêter et d'offrir 20% de plus que Barbridge pour récupérer les informations. Sorti du bar, Noonan se rend au Borch, un restaurant fréquenté par l'élite de l'Institut. Il y retrouve Valentin Pillman. Alors qu'il déjeune, Noonan demande aux scientifiques comment ils voient la fin de cette situation, impliquant la visite, la zone et les complexes industriels. Valentin répond avec cynisme que tout dépend de la chance. Il affirme que pour leur partie de la planète, la visite n'a pas eu de conséquences directes désastreuses, mais que l'humanité en général est un système trop stationnaire pour réagir. Il conclut que si leur région finit par en subir les conséquences, ce sera par malchance, car l'humanité dans son ensemble reste indifférente aux changements globaux. Noonan, déçu par cette résignation, reste silencieux face à l'indifférence du savant. Chapitre 7. Richard Noonan et Valentin, un scientifique, discutent dans un bar. Valentin, cherchant à divertir Noonan, lui demande ce que la visite des extraterrestres a changé dans sa vie d'homme d'affaires. Noonan, inquiet, exprime sa gêne face à l'incertitude. Qui sont ces visiteurs? Reviendront-ils? Et que deviendra l'humanité s'ils la jugent inutile? Valentin rit de ses préoccupations et explique que la xénologie, tentant d'appliquer la psychologie humaine aux extraterrestres, est une pseudoscience. Il souligne l'impossibilité de définir l'intelligence, citant des définitions ironiques ou absurdes, et conclut que si les visiteurs sont intelligents, ils communiquent, mais cela ne nous aide pas vraiment. Valentin propose alors une métaphore. La visite n'est qu'un pique-nique au bord d'une route cosmique. Les visiteurs sont passés, ont laissé des déchets, batteries, bracelets, objets technologiques incompréhensibles comme les éclaboussures noires ou les pièges magnétiques, et sont repartis sans prêter attention à la faune locale. Noonan, vexé, rejette cette indifférence, mais Valentin nuance en disant que l'homme est grand précisément parce qu'il survit malgré tout. Valentin évoque ensuite d'autres théories, comme celle d'un contact latent ou d'un prélude à une interaction future via des artefacts laissés derrière,
ce qui intéresse davantage Noonan, bien que celui-ci reste sceptique sur l'explication du pique-nique concernant les activités mystérieuses dans les ruines. La conversation dérive vers la terminologie des stalkers, explorateurs de la zone. Noonan mentionne la gelée de sorcières, un gaz colloïdal dangereux responsable d'une catastrophe au laboratoire de Carrigan, où il a traversé les matériaux et transformé ce qu'il touchait. Valentin, bien que physicien, admet son ignorance sur ces phénomènes. Noonan s'indigne de la présence de complexes militaro-industriels dans la zone, suggérant que les visiteurs auraient dû les détruire. Valentin rétorque que c'est à l'humanité de les avoir détruits, mais Noonan refuse de parler d'ingérence. Valentin classe les artefacts de la zone en groupes, les utiles, batteries, bracelets médicaux, que l'on utilise sans comprendre leur fonctionnement, et les inexplicables, objets à physique altérée, qui bouleversent nos théories scientifiques sans utilité pratique immédiate. Il mentionne aussi des légendes comme la machine à vœux ou le vagabondique, un ours mécanique dans les ruines. Puis il introduit un quatrième groupe, les influences mystérieuses. Il parle des émigrés, des personnes ayant vécu la visite qui, une fois installées ailleurs, attirent statistiquement des catastrophes et des accidents mortels. Il cite le cas d'un coiffeur à Detroit dont les clients meurent dans des accidents bizarres. Valentin, visiblement ému ou ivre, explique que ces phénomènes défient la logique et la science positiviste. Noonan, bien que sceptique sur les statistiques, avoue que les cadavres vivants ou moulages, des êtres humanoïdes inertes, le troublent plus que les données. Valentin minimise leur horreur, les comparant à des violations du second principe de la thermodynamie, et raconte une anecdote sur un de ces moulages vivant de manière autonome après décapitation. Il quitte le bar. En route, Noonan pense à la peur des savants qui, conscients de leur ignorance, regardent dans l'abîme, contrairement aux simples gens qui ignorent. Il regrette que les visiteurs aient fait leur pique-nique sur Terre au lieu de choisir un autre endroit. Noonan se rend chez Redrick Schuhart, un ancien stalker et ami. La maison semble inhabitée. À l'intérieur, il retrouve Guta, l'épouse de Redrick, et Wistiti, leur fille, qui a changé, semblant affectée par la zone. Guta révèle que leur fille ne comprend presque plus rien et qu'un médecin a déclaré qu'elle n'était plus humaine. Noonan, terrifié à l'idée d'une invasion biologique, tente de rassurer Guta en proposant de consulter un spécialiste, James Cutterfield, mais celle-ci, résignée, parle de destin. Redrick Schuhart entre alors, accompagné brièvement de Charognard Barbridge, qu'il chasse violemment. Redrick, joyeux et agressif, annonce sa libération de prison et son désir d'émigrer, mais découvre que l'émigration est interdite. Il organise un festin avec Noonan et le papa, Schuhart Senior, un moulage immobile assis au salon. Noonan joue le jeu, feignant la normalité alors qu'il observe la scène macabre, Redrick manifestant une tendresse sincère envers son père inerte, et Wistiti s'approchant doucement du moulage pour poser sa tête sur son épaule. Noonan, pris de panique intérieure, réalise l'ampleur de la transformation de leur entourage et la folie de la situation. Il boit pour se donner du courage, écoutant Redrick parler de la gelée de sorcières et des affaires de l'Institut, tout en pensant qu'il doit fuir cette famille maudite. Guta apporte alors un grand plat de salade, et Redrick, exalté, proclame qu'ils vont se régaler. Chapitre 8. Redrick Schuhart, 31 ans, avance avec Arthur Barbridge sur un remblai ferroviaire au milieu d'un brouillard matinal épais et froid. La vallée est silencieuse, embaumant la rouille humide et la charogne. Arthur, bien que visiblement fatigué par la nuit passée à attendre le passage d'une anomalie, marche avec une légèreté qui exaspère Redrick. Ce dernier porte avec difficulté son sac à dos contenant un ballon d'hélium gonflé, qu'il doit remonter constamment pour ne pas se blesser la colonne vertébrale. Il pense à l'argent. 500 000 billets l'attendent au terme de cette expédition, une somme qui lui permettrait de vivre confortablement à Armont. Il se demande pourquoi il a accepté de prendre Arthur avec lui, alors que le jeune homme a insisté avec désespoir, suppliant Redrick de l'emmener parce que les autres stalkers ne valaient rien. Redrick observe le dos d'Arthur, ses épaules larges et ses cheveux longs, et se souvient de la sœur d'Arthur, une femme qu'il trouve artificielle, comparant ses boutons en ambre à des objets séducteurs mais décevants. Il soupçonne que le père d'Arthur, Charognard, n'a peut-être pas envoyé son fils par pure affection, mais comme une manœuvre, bien qu'il sache que Charognard respecte trop sa réputation pour le trahir ainsi dans la zone. Soudain, Redrick ordonne à Arthur de s'arrêter. Dans le brouillard, une masse immobile et inoffensive les attend.
un wagonnet abandonné. Il s'assoit sur le rail pour prendre un petit déjeuner. Redrick boit une gorgée de cognac pour le courage, mais Arthur refuse, préférant du café. Pendant le repas, Arthur révèle qu'il a deviné ce qu'ils vont chercher. La boule d'or, l'unique objet lourd restant dans la zone, capable d'exaucer les souhaits. Il explique qu'il a suivi Redrick lors de l'essai du dirigeable et a compris leur plan en voyant le sac de pierre. Arthur s'interroge sur la façon d'accrocher la boule, estimant qu'elle doit être lisse. Redrick, intrigué par la perspicacité du jeune homme, pense à Charognard, dont la voix rauque et manipulatrice l'a convaincu de partir. Le stalker se remémore les arguments de Charognard. L'argent pour Redrick, et peut-être la récupération de ses jambes paralysées, offerte en échange de la boule. Un bruit métallique dans le brouillard effraie Arthur. Redrick, lui, est hanté par un souvenir. Ce même son, une nuit, avait réveillé sa fille Wistiti et sa femme Guta, marquant le début de sa dépendance à l'alcool. Arthur, apeuré, parle de légendes selon lesquelles des humains auraient survécu et muté dans la zone. Cette idée, folle pour Redrick, résonne étrangement en lui. Il réalise soudain que son vrai moteur n'est pas l'argent, mais l'espoir d'un miracle, une certitude naissante qui lui manquait depuis longtemps. Il se sent contaminé par la folie de Charognard, ou plutôt par l'espoir qu'il portait. Il demande à Arthur ce qu'il demanderait à la boule si elle existait. Arthur répond d'abord pour les jambes de son père, puis avoue, rougissant et ému, qu'il souhaite en réalité la santé de sa famille. Redrick, touché, lui demande ensuite de lui remettre son pistolet, arguant qu'il n'y a personne à abattre dans la zone. Arthur obtempère, révélant qu'il ne gardait l'arme que pour se suicider s'il subissait le même sort que son père. Redrick enveloppe le pistolet dans un mouchoir et le cache, promettant à Arthur qu'il ne le laissera pas sombrer. Le brouillard se lève, révélant un paysage de marécages et de collines. Au loin, l'aurore verte de la zone flamboie avant de s'éteindre, laissant place au soleil levant. Redrick repère l'hélicoptère écrasé qui servira de repère. Il consulte sa carte, datée et obsolète, identifiant les points de passage, freluquets, caniches et binoclars, tous des stalkers décédés. Il ordonne à Arthur de marcher le premier, lui imposant une discipline de fer, ne pas se retourner, rester vigilant et accepter la boue. Ils descendent vers un marécage. Redrick guide Arthur en lui indiquant de passer à côté de la dépouille de Freluquet, un ancien stalker mort dans ce bourbier. Pour montrer à Arthur la dangerosité du lieu, Redrick lui lance un écrou sur la tête, le faisant tomber. Arthur, pâle et tremblant, accepte cette leçon brutale. Ils avancent parallèlement au rail. Redrick remarque que l'herbe sous leurs pieds a changé de texture. Elle n'est plus piquante mais molle et crissante, comme du tissu amidonné. Il comprend immédiatement le piège. Ils entrent dans une calvitie de moustiques, une zone de chaleur extrême. Il crie à Arthur de se coucher, mais le jeune homme, paniqué par la montée soudaine de la température, s'enfuit en arrière, droit vers la source de la chaleur. Redrick, pris de court, se jette sur Arthur, l'écrasant au sol pour l'empêcher de courir. Une vague de chaleur intense les enveloppe, brûlant leurs vêtements et leur peau. Redrick hurle, forçant Arthur à rester immobile. Lorsque la tempête de feu passe, ils sont couverts de cendres et de sueur. Redrick traîne Arthur, inconscient, vers le marécage voisin pour le rafraîchir. Arthur reprend conscience, choqué, réalisant qu'il a failli mourir. Redrick, lui aussi brûlé et épuisé, constate que leur sac à dos a protégé une grande partie de leur équipement, bien que les médicaments aient éclaté. Ils reprennent leur route, entrant dans un vallon rempli de boue verte et nauséabonde. La puanteur est telle que Redrick utilise des tampons imbibés de déodorant. Ils avancent accroupis, car des éclairs jaillissent de la boue, créant des décharges électriques aléatoires. Redrick guide Arthur en hurlant des ordres inaudibles, le forçant à se baisser dès qu'un éclair frappe. La peur et la chaleur les accablent. Redrick sent qu'il perd le sens de l'orientation dans la brume jaune et la boue, mais il retrouve sa direction en voyant un roc noir émerger. Il pousse Arthur vers la droite du roc, évitant de justesse une décharge massive qui frappe la pierre. Dans un état second, Redrick jure de faire payer quelqu'un pour ce cauchemar, bien qu'il ne sache pas exactement qui. Enfin, ils atteignent la terre ferme, épuisés, et aperçoivent un fourgon automobile abandonné à l'ombre, ultime point de repos avant la suite du périple. Arthur s'allonge sur le dos dans le fourgon, déboutonnant sa veste avec des doigts engourdis. Redrick Schwartz s'appuie contre la paroi,
essuie ses paumes sur des gravats et sort une flasque de sa poche intérieure. Arthur, étonné par la force de sa propre voix, déclare « Moi aussi, monsieur Schwartz ». Redrick, stupéfait, avale une gorgée, ferme les yeux et tend la bouteille au garçon. Il pense à sa réussite, à l'argent qu'il va écrire en lettres et à la mort imminente d'Arthur. Dans sa tête, il s'adresse à ses ennemis passés, les charognards, les crapauds, les visiteurs en uniforme et en cravate, jurant de ne plus jamais se laisser mener par le bout du nez. Il décide de tout contrôler désormais. Redrick dénoue les courroies de son sac à dos et récupère la flasque. Arthur, avec un étonnement doux, dit qu'il n'aurait jamais imaginé une telle issue, évoquant la mort et le feu, mais s'inquiète de la manière dont ils vont rentrer. Redrick l'ignore. Pour lui, Arthur n'est plus qu'un passe-partout qui parle, sans importance. Arthur, préoccupé, demande s'ils peuvent se laver le visage, mais Redrick, voyant le garçon couvert de boue séchée et de croûte, ne ressent ni pitié ni irritation. Il se détourne vers l'extérieur, un espace triste, semblable à un chantier abandonné, parsemé de débris pointus et inondé d'un soleil blanc, aveuglant et méchant. Au loin, la carrière apparaît lisse et verticale, tandis que près d'eux, une cabine d'excavateur rouge se détache parmi les débris, servant unique repère. Arthur retrouve un peu d'énergie en trouvant une boîte de conserve rouillée sous le fourgon, suggérant qu'elle a appartenu à son père. Redrick, indifférent, pense que pour Arthur, il vaut mieux ne pas se souvenir de son père et se taire. Les deux hommes se lèvent, souffrant car leurs vêtements collés à leur peau brûlée se déchirent comme de la gaze sèche. Arthur, gémissant, demande une autre gorgée. Redrick cache la flasque et lui ordonne de foncer droit vers l'excavateur rouge. Arthur, désespéré, demande encore à se laver, mais Redrick, sans expliquer ni mentir, le pousse à avancer. Arthur, petit et pitoyable, traîne les pieds, essayant d'arracher la boue de son visage. Redrick le suit, et dès qu'ils sortent de l'ombre, le soleil les brûle et les éblouit. Redrick se couvre le visage, regrettant l'absence de lunettes noires. Chaque pas soulève de la poussière blanche nauséabonde, une odeur familière qui lui rappelle son père, alcoolique et violent, rentrant de l'usine. Le chaos des souvenirs envahit l'esprit de Redrick. Il tente de faire remonter des images douces, comme le visage rieur de Gouta ou la voix prometteuse de Kirill, mais ces images sont aussitôt corrompues par la rouille ou remplacées par les visages de ses ennemis, comme Ouistiti ou Hu le Rauque. Malgré cette tourmente, son instinct de stalker reste actif. Il observe instinctivement les dangers, un guet fantôme inoffensif à gauche, une calvitie de moustique à droite, un oiseau aplati au centre et des creuses jetées par charognard. Il avertit Arthur d'une voix rauque si celui-ci s'éloigne de la bonne direction, se sentant devenir une machine. Alors qu'ils approchent de l'excavateur, Redrick pense à son ancien associé, Barbridge, qu'il juge vieux et bête. Il imagine la réaction de Charognard apprenant qu'Arthur, son propre fils, est parti dans la zone pour le sauver, et éclate de rire. Arthur, apeuré, le voit rire et lui fait signe d'avancer. Redrick, dans sa conscience, voit défiler des visages et pense qu'il faut tout changer, chaque petit boulon de ce monde ignoble. Arthur s'arrête devant une descente raide, figée. Redrick s'approche mais regarde par terre, voyant la route défoncée et les éclaboussures noires qui lui font penser à des souhaits de charognard ou à des personnes disparues, dont Dina Barbridge et Arthur lui-même. Arthur crie de joie, « On est arrivé !» et frappe la terre. Redrick lève enfin les yeux vers la boule de cuivre rougeâtre posée au pied de la falaise. Elle est massive, lisse, et irradie rien de décevant ni d'espoir, semblant simplement traîner là, comme un déchet. Pourtant, Redrick ressent l'envie de s'approcher, de s'asseoir contre elle pour réfléchir ou somnoler. Arthur bondit, jette sa veste, et commence à descendre la falaise avec une démarche dansante et joyeuse, criant « Du bonheur pour tout le monde !» Gratuitement. Tout le bonheur possible. Venez tous ici, il y en aura pour tout le monde. Personne ne repartira lésé. Gratuitement. Le bonheur, gratuitement. Soudain, il se tait. Redrick voit le vide transparent, tapi à l'ombre de la pelle de l'excavateur, saisir Arthur, le soulever et le tordre lentement comme du linge. Une chaussure poussiéreuse vole dans les airs. Redrick se détourne et s'assoit, vide de pensée et de sentiments. Il boit une dernière gorgée,
souhaitant que ce soit de l'eau froide. Seul, il réfléchit péniblement. La voie est libre, mais il doit attendre, car les hachoirs peuvent jouer des tours. Il essaie de définir ses objectifs. Venger son père, étriper les ordures? Non. Il se sent glacé par un pressentiment affreux et se donne l'ordre féroce de ne pas partir tant qu'il n'aura pas trouvé quelque chose de valable, même s'il doit crever là. Il se frappe le visage, réalisant qu'il n'a jamais eu une seule pensée de sa vie. Il cherche les paroles de Kirill, mais ne trouve que des images troubles. Il se sent trahi par la pègre, qu'il a laissée sans langue. Il pense à l'humanité. L'homme existe pour réfléchir, dit-il, mais il n'y croit pas. Il se demande pourquoi il est né, qui sont les nous et les eux. Il réalise que toute sa vie, il a combattu contre Caterblood et le rock, alors que ceux-ci voulaient simplement qu'il arrête le stalkerisme, car il ne peut travailler pour eux sans devenir esclave. Il jette la flasque vide, qui rebondit au soleil. Il se ferme les yeux, désireux de voir les choses comme elles devraient être, mais ne voit que des visages, des billets, des chiffons. Il sait qu'il doit détruire tout cela, mais devine qu'il ne resterait alors que de la terre nue. Pris de désespoir, il se lève et descend vers la boule. La chaleur est insupportable, mais il grelotte. Il dépasse la pelle avec superstition, évitant les éclaboussures noires, et se traîne vers la boule qui semble danser. Il répète mentalement, comme une prière. « Je suis une bête. Je ne sais pas parler, je ne sais pas penser. Mais si tu es réellement comme on raconte, toute puissante, regarde en moi. Tire de moi toi-même ce que je veux, parce qu'il est impossible que mes vœux soient mauvais. Malédiction, je ne peux rien inventer que les mots qu'il a prononcés, du bonheur pour tout le monde, gratuitement, et que personne ne reparte lésé. » Merci d'avoir écouté ce livre audio. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines publications.